Il était tard, juste après minuit, et la lumière tamisée des lampadaires de la rue projetait de longues ombres sur le mur de notre chambre. J'ai tendu la main sous la couette, cherchant le réconfort que je connaissais depuis plus de 20 ans. Mais ce soir-là, Sophie a eu un mouvement de recul. « Je suis fatiguée », a-t-elle dit sèchement, sans même se tourner vers moi. J'ai cligné des yeux, confus. Son ton était cassant, froid, comme si j'étais un étranger la touchant dans l'obscurité. « Sophie, ça ne t'a jamais arrêté avant », ai-je dit doucement, essayant de garder une voix basse et apaisante. « Quelque chose ne va pas ?» Elle a rejeté la couverture et s'est assise, le dos raide. « J'en ai marre de tes questions, Marc. Mon Dieu, pourquoi as-tu toujours besoin d'une raison pour tout ?» Ces mots ont résonné dans la chambre comme du verre brisé. Je me suis redressé lentement, le souffle coupé. Mon cœur s'est emballé. Pas de colère, mais de cette étrange panique sourde qui s'installe quand le familier devient soudain étranger. « Je ne voulais pas t'interroger, ai-je dit prudemment. C'est juste. C'est différent. Tu es différente. » Sophie a ricané avec amertume. « Tu veux parler de différence ? Et si on parlait du fait d'être marié à un homme qui pense avoir droit à de l'affection juste parce qu'il a fait la vaisselle et payé les factures ? » Je l'ai fixé, stupéfait. « C'est comme ça que tu me vois ? Tu te prends pour un héros parce que tu as plié le linge et récupéré Lucas à la gare, a-t-elle lancé, me foudroyant du regard comme si je venais d'insulter sa mère. Tu veux une médaille, Marc ? Non, ai-je dit doucement. Je veux juste savoir ce qui nous est arrivé. Ses lèvres se sont tordues en un sourire cruel. Rien n'est arrivé. Tu es toujours le même homme ennuyeux qui lit des livres d'histoire au lit et mange ses tartines beurrées tous les matins comme si c'était sacré. Ça a fait plus mal que je ne le voulais. Pas à cause des mots, mais à cause du venin derrière eux. J'ai dégluti. Sophie, je ne te reconnais pas en ce moment. Eh bien, c'est peut-être ça ton problème, Marc, a-t-elle répliqué, la voix montant d'un cran. Tu ne vois que ce que tu veux voir. Nous sommes restés assis en silence un moment. Le seul bruit était le bourdonnement sourd du vieux radiateur en fonte dans le coin. Je me suis rallongé contre l'oreiller, fixant le plafond, cherchant les mots justes. Mais tout en moi semblait suspendu, comme si je regardais ma vie prendre lentement une direction que je ne pouvais arrêter. Sophie m'a tourné le dos à nouveau, tirant la couette fermement autour d'elle. Je n'ai pas essayé de la toucher cette fois. Et dans ce calme, quelque chose en moi s'est fissuré. Pas bruyamment, pas violemment, mais silencieusement, comme la première fêlure invisible dans du vieux verre. Parce que je savais que ce n'était pas juste de l'épuisement. Quelque chose avait changé, quelque chose de réel. C'était le genre de soirée que j'attendais avec impatience d'habitude. Mon anniversaire avait toujours été une affaire modeste. Rien d'ostentatoire, juste quelques amis de l'université, un bœuf bourguignon, et Lucas à mes côtés, souriant comme il le faisait quand il était petit et qu'il pensait que j'étais l'homme le plus fort du monde. La salle à manger sentait l'ail rôti et le thym. Mon collègue, François, avait apporté son fameux pâté en croûte, et les bougies vacillaient doucement au rythme des bruits de couverts et des conversations. La table était pleine. Le doyen de mon département racontait à nouveau l'histoire de sa lune de miel désastreuse en Corse, et même le voisin du dessus était descendu avec une bouteille de Bordeaux et une mauvaise blague sur les professeurs vieillissants. J'ai ri quand il le fallait. J'ai hoché la tête. J'ai servi le vin. J'ai passé le pain, mais il y avait un espace à côté de moi qui restait froid. Et de temps en temps, quelqu'un jetait un coup d'œil à la chaise vide puis détournait le regard, faisant semblant de n'avoir rien remarqué. Je me suis finalement excusé et je suis allé dans le couloir. Le téléphone a sonné 2 fois avant qu'elle ne décroche. « Sophie ?» ai-je demandé. Sa voix était plate. « Je suis chez Claire. » J'ai marqué une pause. « Tu savais qu'aujourd'hui c'était. » Je n'ai pas oublié. Je ne voulais juste pas être là. Je me suis dit que tu aimerais jouer l'autre sans moi. J'ai senti une oppression dans ma poitrine. Je ne voulais pas qu'elle l'entende. Tu aurais pu dire quelque chose plus tôt. Je le dis maintenant, a-t-elle dit simplement. Bon anniversaire, Marc. Puis la ligne a coupé. Je suis resté là un moment, tenant le téléphone comme s'il pouvait ramener sa voix, mais rien. Seul le bruit des fourchettes sur les assiettes et des rires étouffés me parvenait de la salle à manger. Quand je suis revenu, la pièce s'est légèrement tue.
Je sentais qu'il me scrutait, cherchant des fissures sur mon visage. J'ai souri. Pas un grand sourire, pas une performance, juste assez. Elle avait prévu autre chose, ai-je dit, me rasseyant comme si ma chaise n'était pas devenue de pierre. Les conversations ont repris, mais plus doucement, comme si l'air s'était raréfié. De l'autre côté de la table, les yeux de Lucas ont trouvé les miens. Il n'a rien dit. Il n'en avait pas besoin. Il a juste hoché la tête une fois, comme s'il comprenait plus de choses qu'un gamin de 18 ans ne le devrait. Plus tard, alors que nous faisions la vaisselle dans la cuisine, il s'est appuyé contre le plan de travail, les bras croisés. « Ça va ?» a-t-il demandé. J'ai gardé les yeux sur l'évier. Bien sûr, tu connais ta mère. Quand elle décide quelque chose, c'est comme ça. Il a hoché la tête à nouveau, plus lentement cette fois. Ouais, je sais. Je l'ai regardé alors, grand maintenant, les épaules larges comme moi, mais avec la vivacité de sa mère dans le regard. Il m'observait attentivement, comme s'il avait mémorisé chaque changement sur mon visage depuis son enfance et pouvait lire la vérité sous tout ce que je disais. « Merci d'être là ce soir », ai-je dit. Il a haussé les épaules. Évidemment. Je me suis essuyé les mains et me suis tourné vers lui. Tu sais, il y a une sorte de paix qui vient quand on arrête d'attendre que quelqu'un vienne. Lucas n'a pas bronché. Il a juste pris une profonde inspiration, a fouillé dans la poche de son manteau et m'a tendu une petite boîte enveloppée de papier bleu. Ouvre-le plus tard, a-t-il dit, quand la maison sera calme. Puis il m'a donné une demi-accolade, plus d'épaules que de bras, mais je l'ai retenu plus longtemps que je n'aurais dû. Il ne s'est pas reculé. Au moment où il est parti, les bougies s'étaient consumées et la lumière du couloir grésillait faiblement. Je suis resté longtemps dans l'embrasure de la porte, à écouter le bruit du néant. Ce genre de silence qui remplit une maison après que tout le monde est rentré chez soi. Le genre de silence qui ne part pas. Il était presque minuit quand j'ai entendu le bruit des clés cherchant la serrure de la porte d'entrée. La maison était immobile, à l'exception du bourdonnement lointain du réfrigérateur et du tic-tac doux de l'horloge du couloir. Je n'étais pas allé me coucher. Impossible. J'étais assis dans le fauteuil près de la fenêtre, à moitié plongé dans l'obscurité, sirotant un thé tiède devenu amer depuis longtemps. Puis il y a eu le clic de la serrure, l'ouverture lente de la porte, et Sophie est entrée. Son manteau noir enroulé autour d'elle comme un bouclier, l'écharpe lâche autour du cou, ses talons claquant doucement sur le parquet. Elle bougeait comme si rien n'était inhabituel, comme si elle rentrait des courses et non d'avoir complètement séché mon dîner d'anniversaire. Elle s'est figée en me voyant debout dans l'encadrement de la porte, les bras croisés. Ses yeux m'ont parcouru brièvement, puis m'ont dépassé comme si elle calculait si elle pouvait monter à l'étage sans parler. « Tu es encore debout ?» a-t-elle dit, posant son sac à main sur la console de l'entrée. « Je me suis dit que tu finirais par rentrer », ai-je répondu calmement. Sophie a baissé les yeux vers ses bottines, les retirant d'un pied. « Tu n'avais pas besoin de m'attendre. »« Je n'ai pas attendu », ai-je dit. Je suis resté éveillé. Il y a une différence. Elle a expiré doucement, mi-soupir, mi-impatience, et est passée devant moi pour aller dans la cuisine, allumant la lumière. « Tu veux du thé ?» a-t-elle demandé, attrapant déjà la bouilloire. Je l'ai suivie lentement. « Tu étais où ?» Je t'ai dit, chez Claire. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Elle a ouvert le robinet, rempli la bouilloire et ne m'a pas regardé. On a discuté, bu un verre de vin, regardé un film, et tu n'as pas pensé ? J'ai marqué une pause, ravalant la boule qui était coincée dans ma gorge depuis le dîner. Tu n'as pas pensé que ton mari voudrait peut-être te voir pour son anniversaire. Elle s'est finalement tournée vers moi, un léger froncement de sourcils marquant son front. Marc, c'est juste une date. Un jour. Tu avais tes amis. Tu avais l'air d'aller bien. J'ai laissé échapper un souffle silencieux. Juste une date ? Oui, a-t-elle dit simplement. Je l'ai fixé un long moment puis j'ai dit lentement, posément, sans élever la voix, tu te souviens de ton 29e anniversaire ? Sophie a cligné des yeux. Qu'est-ce que ça a à voir avec ? Il y avait une tempête de neige, ai-je continué. Et j'ai marché 10 kilomètres pour arriver à ton appartement parce que ta voiture était en panne et ton téléphone n'avait plus de batterie. Tu pleurais parce que tu pensais que je ne viendrais pas. Elle a ouvert la bouche, mais j'ai levé la main.
Je t'ai apporté une part de tarte aux mirabelles parce que tu m'avais dit une fois que ça te rappelait ta grand-mère. Et je suis resté avec toi toute la nuit alors qu'il y avait une coupure de courant, gardant les bougies allumées et te lisant des pages de ce mauvais roman policier que tu aimais. Son visage a changé, juste une lueur, mais je l'ai vu. Le souvenir était toujours là, bien qu'enfoui. C'était il y a longtemps, a-t-elle marmonné, versant de l'eau dans 2 tasses comme si l'instant ne venait pas de s'écraser entre nous comme un rocher. Mais c'est arrivé, ai-je dit, la voix basse, ferme. C'est ça la différence, Sophie. Avant, tu étais présente. Avant, tu t'en souciais. Elle a remué le thé distraitement, sans m'en offrir une. Je m'en soucie toujours. Vraiment, ai-je demandé en l'observant. Parce que ce soir, on n'aurait pas dit. Elle s'est retournée lentement, les bras croisés, la voix plate. J'en ai marre qu'on me fasse culpabiliser. Chaque fois que je ne réponds pas à tes attentes. J'ai hoché la tête une fois. D'accord. Parce que vouloir ma femme à mon dîner d'anniversaire est une demande déraisonnable. Elle m'a fixé, les yeux plissés. Encore ça, Marc. Tout ne tourne pas autour de toi. Peut-être que j'avais besoin d'une pause. Peut-être que j'avais besoin d'être quelque part où je pouvais respirer. Et pourtant tu es là, ai-je dit doucement. De retour dans cette maison après avoir disparu toute la soirée. Sophie a levé les bras au ciel. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Que je suis désolé? Que j'aurais dû m'asseoir là à côté de toi en prétendant que tout va bien alors que ce n'est pas le cas? Non, ai-je répondu. Je veux que tu sois honnête pour une fois. Le silence a fleuri entre nous. Lourd, brut. Finalement, elle a dit, je ne voulais pas être ici ce soir. C'est la vérité. Je ne voulais pas faire de faux sourires ou écouter Lucas me demander où j'étais passé ces derniers temps. Je ne voulais pas me sentir piégé. J'ai hoché la tête lentement. Merci. Au moins maintenant je sais où on en est. Sophie m'a regardé un instant de plus, puis s'est détournée et a pris sa tasse. Elle est sortie de la cuisine sans un autre mot, ses pas s'éloignant dans le couloir. Je suis resté là, immobile comme la pierre, ma main posée sur le comptoir où la 2e tasse restait intacte. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose qui n'avait été qu'un murmure auparavant. Peu importe ce que nous avions été, ça ne reviendrait pas. Pas tant qu'elle continuerait à traiter ma présence comme une obligation. Et pourtant, je n'étais pas en colère. Pas vraiment, juste vide. Comme si le silence lui-même avait finalement pris forme et décidé de rester. Il était tôt, le ciel encore gris. Le genre de matin où tout semble un peu plus lent, un peu plus lourd. Je n'avais pas beaucoup dormi, juste dérivé dans des pensées agitées jusqu'à ce que le soleil force finalement son passage à travers les stores. À 8 heures, j'étais déjà à l'autre bout de la ville, conduisant à travers les rues calmes de Saint-Germain-en-Laye, une de ces banlieues anciennes où tout le monde ramasse encore ses propres feuilles mortes et où les portails en fer forgé gardent de vieux secrets. La sœur de Sophie, Claire, vivait dans une maison modeste en meulière avec un petit porche et des carillons qui tintaient doucement quand je montais les marches. J'ai sonné une fois et je suis resté là, les mains dans les poches de mon manteau. Claire a ouvert la porte en peignoir doux, les cheveux relevés, un café à la main. Ses yeux se sont légèrement écarquillés en me voyant. « Marc » a-t-elle dit, surprise. « Tout va bien ? Je voulais juste demander quelque chose. Ça ne sera pas long. » Elle s'est écartée, me laissant entrer. L'odeur du pain grillé flottait dans l'air, et un petit chien a aboyé une fois depuis le salon, puis s'est calmé. Nous nous sommes assis dans sa cuisine, la même où je m'étais assis d'innombrables fois au fil des ans, généralement pendant que Sophie et Claire riaient de quelque chose qu'aucune d'elles ne prenait la peine de m'expliquer. Claire a penché la tête. « C'est à propos d'hier soir ?» J'ai hoché la tête. Elle a dit qu'elle était ici. Elle l'était, a confirmé Claire. Elle est arrivée vers 19 h, on a bu du vin. On a regardé cette émission de cuisine qu'elle aime bien. Elle est partie un peu avant minuit. J'ai laissé échapper un souffle discret et j'ai hoché la tête. Claire m'a étudié un instant. Elle n'a pas mentionné que c'était ton anniversaire. Je ne l'ai su que quand j'ai vu le post de Lucas en ligne. Elle n'a pas dit un mot. Ma gorge s'est un peu serrée, mais j'ai gardé une voix égale. Je ne suis pas venu ici pour faire une scène. Je voulais juste être sûr. Elle n'est pas elle-même ces derniers temps, a murmuré Claire en posant sa tasse.
Elle est distante, en colère, froide. C'est comme si elle essayait de brûler quelque chose et qu'elle se fichait de ce qui prend feu avec. Elle ne t'en parle pas, ai-je demandé. Elle se ferme dès que je pose la question, a dit Claire. Hier soir, je voyais bien que quelque chose clochait. Elle a ri, mais ça n'a pas atteint ses yeux. Elle n'arrêtait pas de regarder son téléphone, et quand elle est partie, elle ne m'a pas pris dans ses bras, elle a juste dit merci et elle est sortie. J'ai regardé le grain du bois de la table, passant mon pouce sur une éraflure près du bord. Je vais déposer le dossier, ai-je dit doucement. Claire n'a pas répondu tout de suite. Elle m'a juste regardé longuement, son expression s'adoucissant. Puis elle a tendu la main à travers la table et a posé doucement la sienne sur la mienne. Tu mérites la paix, Marc. Cette simple phrase s'est posée dans la pièce comme de la poussière. Ça ne réparait rien, mais ça n'avait pas à le faire. C'était suffisant d'être vu. Claire m'a raccompagné à la porte. Le carillon a chanté à nouveau quand je suis retourné sur le porche. Je serai toujours là pour Lucas, a-t-elle ajouté doucement. Et pour toi. Tu restes la famille pour moi. J'ai hoché la tête, incapable de parler pendant une seconde. J'ai esquissé un faible sourire, puis j'ai descendu les marches vers ma voiture. Le soleil du matin avait enfin percé les nuages, projetant de longues ombres sur le trottoir, et pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas incertain. Je me sentais juste résolu. C'était calme dans le bureau, presque religieux. La lumière du matin entrait en biais à travers les stores, dessinant des rayures étroites sur la surface encombrée de mon vieux bureau en chêne, celui que j'avais depuis la fac. J'y avais écrit des cours, corrigé des centaines de copies, épinglé des mots doux pour Sophie dans nos premières années quand la vie ressemblait encore à une page commune. Maintenant, il ne portait qu'une seule chose, une pochette cartonnée marquée requêtant divorce. J'ai pris une longue inspiration avant de m'asseoir. Pas de main tremblante, pas de tempête intérieure, juste un calme lent et lourd. Le genre de calme qui ne suit qu'une longue résistance. Le genre de calme qu'on ressent juste avant de fermer une porte. J'ai pris mon stylo et j'ai commencé à signer. Ligne après ligne, paraphe après paraphe. Ce n'était pas la rage qui guidait ma main. C'était la clarté. Il n'y avait pas grand-chose à disputer. La maison était légalement à elle. Elle l'avait héritée de son père, et nous avions toujours convenu qu'elle resterait à son nom. Je ne m'étais jamais soucié du titre de propriété, juste de la vie à l'intérieur. Mais cette vie n'était plus là. Au moment où j'ai atteint la dernière page, ma signature a coulé sans pause. Quand j'ai fini, j'ai retiré mon alliance, polie par 20 ans de port, et je l'ai posée sur les papiers. Le petit cliquetis qu'elle a fait contre le dossier était plus fort que prévu. Je me suis adossé, laissant le silence s'étirer. Personne n'a fait irruption. Aucune voix ne m'a rappelé, juste le doux craquement de la maison qui se tassait autour de moi. À midi, j'avais préparé un petit sac de voyage. Pas par drame, juste par nécessité. Quelques chemises, une paire de chaussures, un carnet relié en cuir. Le reste pouvait attendre. J'ai traversé la ville pour aller chez Lucas, un studio modeste près du campus de Jussieu. Il avait déménagé l'année dernière quand il a eu sa bourse, insistant pour payer une partie du loyer pour apprendre la responsabilité, même si je couvrais encore la majeure partie sans qu'il le sache. Il a ouvert la porte en jogging et pieds nus, les cheveux ébouriffés comme s'il venait de se réveiller d'une sieste. « Salut papa », a-t-il dit en se frottant les yeux. « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Tu as une minute ?» ai-je demandé en entrant. Nous nous sommes assis à la petite table de la kitchenette. Il nous a versé du café à tous les deux sans demander, comme s'il savait que j'en avais besoin. J'ai glissé le dossier vers lui. Il n'y a pas touché, il a juste levé les yeux vers moi. J'ai déposé le dossier ce matin, ai-je dit. Il a hoché la tête une fois, lentement. Ça va ? J'ai bu une gorgée du café amer. Je suis stable. Je crois que c'est le mot. Stable. Lucas s'est adossé à sa chaise, assimilant l'information. J'ai passé mon temps à attendre qu'elle revienne, ai-je continué, pas physiquement, émotionnellement. Je lui ai donné de l'espace, de la patience, de la grâce. Mais à un moment donné, j'ai réalisé que j'attendais quelqu'un qui n'allait pas repasser par la porte. Il n'a pas parlé un instant. Puis il a demandé, « Tu veux que je l'appelle ?» « Non », ai-je dit rapidement.
Ce n'est pas une question de culpabilité ou de colère. Je ne veux pas que tu sois au milieu. Il a hoché la tête à nouveau, ses yeux glissant vers la petite boîte contenant l'alliance que j'avais posée à côté du dossier. Il y a eu une longue pause, puis il s'est levé et a contourné la table. Sans un mot, il a passé ses bras autour de moi. Il ne m'avait pas serré comme ça depuis qu'il était gosse, à l'époque où il courait vers moi après les matchs de foot, couvert de boue et tout sourire. Maintenant sa prise était ferme, adulte, solide, exactement comme j'avais espéré qu'il deviendrait. « Je comprends », a-t-il dit doucement près de mon oreille. « Va vivre ta vie. » J'ai fermé les yeux une seconde, et laissé le poids de ses mots se poser. Il s'est reculé, a fait un petit sourire ironique. « Par contre, la prochaine fois que tu déménages, n'apporte pas de café soluble. C'est criminel ce truc. » J'ai ri malgré moi. C'était le premier vrai rire que je laissais échapper depuis des jours. « Je m'en souviendrai, » ai-je dit. Et juste comme ça, la partie difficile était passée. Pas le chagrin, pas l'histoire, mais la décision. Le taxi tremblait doucement sur l'autoroute alors que la silhouette de Paris glissait au loin, familière, grise et s'éloignant. J'étais assis sur la banquette arrière, mon manteau plié soigneusement à côté de moi, un sac de sport à mes pieds, l'aéroport à 20 minutes devant. Le chauffeur avait mis la radio doucement, du jazz murmuring sous le trafic. Je n'avais pas dit grand-chose depuis mon entrée. Juste donné le terminal et je m'étais installé dans le silence. Puis mon téléphone a vibré. Sophie. J'ai hésité une demi-seconde, puis j'ai décroché. Tu es vraiment partie ? Sa voix est arrivée, tranchante, brûlante, teintée d'incrédulité. Tu ne me l'as même pas dit en face. Je ne pensais pas que ça aurait fait une différence, ai-je dit d'une voix égale. Son souffle s'est coupé. Tu ne vas même pas essayer d'arranger les choses ? Juste disparaître ? Je n'ai pas disparu, Sophie. J'ai attendu silencieusement pendant des mois. Il y a eu une pause. Puis elle a ricané. Tu déformes tout. Tu essaies de faire de moi la méchante. Non, ai-je dit, mon ton calme, pas froid. Tu as fait ce choix toute seule, Sophie. C'est de la folie, a-t-elle claqué. On ne part pas juste comme ça après 20 ans. On ne fait pas juste ses valises pour disparaître. Qu'est-ce que tu fais ? Tu fuis ? Le taxi a pris le virage serré vers la rampe de l'autoroute. J'ai gardé les yeux sur la vitre alors que les immeubles devenaient plus petits, l'horizon laissant place au ciel ouvert. Je ne fuis pas, ai-je dit doucement. Je choisis la paix. Un long silence, seulement la faible friture sur la ligne et les doigts du chauffeur tapotant légèrement sur le volant. Puis la voix de Sophie est revenue, plus basse maintenant, bordée de quelque chose entre la confusion et la panique. Pourquoi maintenant ? Pourquoi comme ça ? J'ai regardé les jointures plissées de ma main. Parce que rester dans une maison où l'on m'en veut, où chaque gentillesse est vue comme une manipulation. Ce n'est pas un mariage. C'est une condamnation. Tu penses être parfait, a-t-elle craché. Tu penses que j'étais la seule à avoir changé. Non, ai-je dit. Mais je n'ai jamais cessé de m'en soucier. Le silence qui a suivi n'était pas colérique. Il était vide. Marc, a-t-elle dit finalement, sa voix se brisant légèrement. Tu vas juste t'éloigner de tout ce qu'on a construit. On ne construisait plus ensemble, ai-je répondu. Je construisais. Tu regardais. Et puis un jour, tu as même arrêté de faire ça. Elle n'a pas répondu. Juste une longue respiration raide, puis le clic brutal de l'appel terminé. J'ai posé le téléphone à côté de moi, écran contre le siège. Dehors, les immeubles avaient disparu maintenant, remplacés par un ciel large, des panneaux d'aéroport et des pistes au loin. Le chauffeur m'a regardé dans le rétroviseur. Le vol est à l'heure ? Ouais, ai-je dit presque pour moi-même. Le taxi a continué de rouler et j'ai fixé la vaste étendue de ciel devant moi. Paris était derrière moi maintenant et je ne me suis pas retourné. Avant de continuer, appuyez sur s'abonner pour ne pas rater les prochaines histoires. 3 ans. C'est le temps qui s'est écoulé depuis que j'ai regardé la silhouette de Paris disparaître derrière la vitre embuée de ce taxi. Maintenant, mes matins commencent avec le sifflement d'une machine à café et l'odeur du sel marin porté par une porte de balcon ouverte. Nice a un rythme bien à elle, plus lent à certains égards, plus vif à d'autres. Et d'une certaine manière,
je me suis retrouvé à prendre le pas, comme si j'avais toujours eu ma place ici. Je vis dans un appartement modeste près de la promenade des Anglais. Rien de chic. Des murs blancs, des fenêtres ouvertes et un bureau couvert de tubes de peinture acrylique et de carnets de croquis remplis d'essais et d'erreurs. La mer est à 2 rues. Et tous les matins à 6 heures, je cours le long de la côte, écouteurs aux oreilles, le doux rugissement de la marée en fond sonore. J'enseigne 2 cours de littérature à l'université locale. Des étudiants plus âgés pour la plupart, quelques plus jeunes parsemés ici et là. C'est plus calme que le poste titulaire que j'avais là-bas, mais j'aime ça. Les étudiants sont curieux, directs à cette manière du Sud, et étrangement respectueux. Personne ici ne sait ce qui m'est arrivé avant. Je suis juste Marc pour eux. Juste le gars qui boit trop de thé et en sait trop sur Hemingway. Et je me suis fait des amis, des vrais. Des gens qui n'ont jamais rencontré Sophie, qui n'ont jamais vu la maison que nous partagions, qui n'ont jamais été témoins de la façon dont je portais le silence comme un second manteau. Il y a Claire, pas la sœur de Sophie, une autre Claire, la quarantaine, une franche droite, une biochimiste qui peint le week-end et jure trop lors des soirées jeux de société. Elle m'appelle professeur parisien. Je l'appelle l'éclair à cause de la façon dont elle traverse les pièces en tempête. On va parfois à des soirées quiz. Pas de romance, juste des rires et de la compréhension. Puis il y a Youssef, mon voisin du dessous. Ancien militaire, maintenant boulanger, il m'apporte du pain au levain frais tous les jeudis comme si c'était un rituel sacré. Je pense qu'il sait que j'avais plus besoin de la routine que du pain. Je nage maintenant. Ça m'a surpris aussi. 3 fois par semaine, je vais à la piscine municipale avant l'aube et je glisse dans l'eau comme si je rinçais l'ancienne vie que j'ai laissée derrière moi. Quelque chose dans le fait d'être immergé, le silence, l'apesanteur. Ça me rappelle qu'avancer ne doit pas toujours ressembler à un effort. Parfois, ça peut ressembler à flotter. Mais le passé ne disparaît pas. Il s'adoucit, bien sûr, s'estompe sur les bords, mais il ne s'efface pas. Parfois, je me surprends à tracer une faible cicatrice sur mon doigt là où se trouvait mon alliance. Ou j'entends quelqu'un mentionner la région parisienne et je me fige une demi-seconde avant de prétendre que c'est juste une autre ville que j'ai visitée un jour. Ce n'est plus de la douleur, juste de l'histoire. Un pays que j'ai quitté mais où je sais encore naviguer si je ferme les yeux. Certains soirs, je m'assois sur le balcon, pinceau à la main, peignant la courbe des vagues, l'inclinaison des toits, la façon dont les nuages changent de couleur juste avant le crépuscule. Ce n'est pas de l'art. Pas vraiment. Mais c'est à moi. Et pour la première fois depuis longtemps, c'est suffisant. La lumière de fin d'après-midi coulait dorée sur la côte alors que je posais 2 tasses sur la table du balcon. Une brise portait l'odeur des pains et du sel, et quelque part en bas de la rue, quelqu'un grattait une guitare avec plus de cœur que de talent. Le Sud avait une façon de vous envelopper comme un manteau chaud qui ne demandait rien en retour. Puis on a frappé. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé Lucas debout là, sac de voyage à la main, un sourire juste assez tordu pour ressembler au mien. 3 ans l'avaient étoffé. Une mâchoire plus forte, un regard plus posé. Mais la chaleur était toujours là. Toujours mon garçon. Tu n'étais pas obligé de faire tout ce chemin, ai-je dit en le serrant fort dans mes bras. Je ne pouvais pas annoncer une nouvelle pareille sur FaceTime, a-t-il dit en riant. Et puis, tu fais un meilleur café que ma fiancée. Fiancée ? J'ai cligné des yeux, reculant d'un pas. Il a souri et a levé sa main gauche. Pas de bague, mais un petit tatouage à l'intérieur du poignet. Ses initiales entrelacées dans un dessin astucieux. On s'est fiancés le mois dernier à New York. Je l'ai emmené sur le balcon. Le soleil était juste assez bas pour tout baigner d'ambre. Nous nous sommes assis, le café fumant entre nous. Comment elle s'appelle, ai-je demandé. Isabelle. Isa. Tu l'aimerais bien. Elle est intelligente. Elle me challenge. Elle me dit quand je raconte n'importe quoi. Elle a l'air parfaite. Lucas a bu une gorgée de sa tasse, puis a regardé vers la mer. Le mariage est en novembre. On fait ça en petit comité. Un loft à Montreuil, des guirlandes lumineuses, des amis proches. J'ai hoché la tête lentement, essayant d'absorber tout ça. Tu as vraiment grandi, hein? Il a ri. J'avais un bon modèle. Même quand tout s'effondrait, tu es resté stable. Je n'ai pas répondu,
j'ai juste souri faiblement et pris une gorgée de mon café. Après un moment, Lucas s'est penché en avant, la voix plus basse maintenant. Je voulais te dire autre chose à propos de maman. Mes doigts se sont recroquevillés lâchement autour de la tasse. Vas-y. Elle est différente, a-t-il dit prudemment. Pas meilleure ou pire, juste changée. Elle parle plus de toi qu'avant. Elle raconte comment tu faisais des crêpes le samedi. Comment tu as conduit dans une tempête de neige juste pour la rejoindre à ce concert en 98. Je n'ai rien dit. Le souvenir était intact. Le froid, les essuie-glaces cassés, la façon dont elle avait ri quand j'étais arrivé, trempé mais souriant. Elle regrette, papa. Je peux le voir, a-t-il ajouté. J'ai gardé les yeux sur l'eau. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Il a hésité. Rien. Je pensais juste que tu devais savoir. J'ai hoché la tête une fois, regardant toujours l'horizon. Les vagues bougeaient comme une respiration, constante, indifférente. Est-ce que tu lui parles? Ai-je demandé. De temps en temps, a-t-il dit. Elle demande de tes nouvelles, mais je n'en dis jamais trop. Je crois qu'elle espère que tu feras signe un jour. Je ne le ferai pas, ai-je dit calmement. Pas parce que je la déteste. Ce n'est pas le cas. Mais j'ai travaillé dur pour être ici, pour être cette version de moi-même. Je ne suis pas prêt à échanger ma paix contre de la nostalgie. Lucas n'a pas insisté. Il a juste hoché la tête et laissé le silence s'installer. Après quelques minutes, je me suis levé et je suis rentré. Il m'a suivi et j'ai pris une deuxième tasse pour du thé. Maintenant dis-moi, ai-je dit en changeant de sujet. Est-ce que cette Isabelle est prête à rencontrer un beau-père qui a un jour perdu une course à pied contre un pélican? Il arrive fort à ça. Si elle ne l'est pas, elle apprendra vite. Le moment est redevenu léger, facile. Mais quelque part au fond de mon esprit, son nom résonnait encore. Sophie, autrefois toute ma vie, maintenant juste une ombre dans les histoires de mon fils. Le lieu était niché à Montreuil, avec des baies vitrées du sol au plafond qui laissaient entrer la lumière de fin d'automne comme une invitation chaleureuse. Des guirlandes lumineuses brillaient au-dessus, projetant des halos doux sur les briques apparentes et les nappes en lin blanc. C'était le genre de mariage dont Lucas avait toujours rêvé. Simple, réfléchi, vrai. Je me tenais à côté de lui à la table d'honneur, le regardant rire avec les cousins d'Isabelle, rayonnant pendant les discours, et dansant comme si personne ne filmait. Il avait l'air stable, joyeux, tout l'homme que j'avais espéré qu'il devienne. Et quand Isabelle est entrée, gracieuse, radieuse, ses yeux ont tout dit. Ils étaient amoureux. Ce genre d'amour que j'avais connu. Quand est venu le moment de mon discours, je me suis levé, verre à la main, le cœur plein mais stable. Je me suis éclairci la voix et j'ai laissé la salle se calmer. Je ne veux pas faire trop long. Mon fils a toujours levé les yeux au ciel quand je commence à citer des livres dans une conversation banale. Alors, je dirais juste ceci. Voir Lucas devenir l'homme qu'il est aujourd'hui a été l'honneur de ma vie. Et le voir trouver quelqu'un qu'il aime, pas en morceaux, mais en entier. Eh bien, c'est tout ce qu'un père peut espérer. Un murmure ému a parcouru la foule. Les yeux d'Isabelle se sont embués, et Lucas a tendu la main pour presser mon bras juste une fois. Je me suis rassis, le cœur calme, sachant que je n'avais dit que ce qui comptait. La musique a enflé à nouveau, les rires sont revenus, les verres ont teinté, et les gens flottaient sur la piste comme des ombres douces sous les lumières. C'est là que je l'ai vue. Sophie, debout à l'autre bout de la salle près des grandes fenêtres, drapée dans une robe bleu nuit qui était trop élégante pour paraître décontractée. Ses cheveux étaient relevés comme elle le faisait quand elle voulait garder le contrôle. Mais son expression. Ça c'était nouveau, brut, fragile. Ses yeux se sont fixés sur moi et ne m'ont pas lâché. Je me suis retourné vers Lucas et Isabelle, souriant alors qu'ils saluaient un ami de fac. J'ai senti une tape sur mon bras un instant plus tard. Marc, a-t-elle dit. Je me suis retourné. Elle était plus près maintenant. Assez près pour voir que ses mains tremblaient légèrement, que son mascara avait coulé juste sous son œil gauche. On peut parler, a-t-elle demandé. Je l'ai regardé un instant avant d'hocher la tête et de m'éloigner légèrement du bruit. Nous nous sommes arrêtés près d'une table aux bougies vacillantes et aux parts de gâteau à moitié mangées. Elle a essayé de sourire, mais ses lèvres tremblaient. Tu as bonne mine, vraiment bonne mine. C'est le cas, ai-je dit simplement.
Sophie a baissé les yeux, puis les a relevés, brillants de larmes. J'ai pensé à ce moment, ce que je dirais, ce que je demanderais. J'ai attendu. J'ai changé, a-t-elle dit, la voix douce et brisée. Je vois des choses maintenant que je ne voyais pas avant. Je te vois et tu me manques. Elle s'est arrêtée, cherchant mes yeux. Je n'ai pas détourné le regard. Ma voix est sortie basse, calme. La dernière fois qu'on s'est parlé, tu m'as dit que mon anniversaire ne signifiait rien pour toi. Son visage s'est effondré. Je ne le pensais pas, a-t-elle chuchoté. Mais tu l'as dit, ai-je répondu fermement. Et tu le pensais assez pour ne pas rentrer à la maison ce soir-là. Les larmes ont monté et débordé, silencieuses et incontrôlées. J'étais perdue, a-t-elle dit. Je pensais que te repousser me rendait forte. J'ai hoché la tête lentement. Et peut-être que ça l'a fait pour toi. Sa main s'est tendue à mi-chemin puis affaiblie. Tu ne reviendras vraiment pas, n'est-ce pas, a-t-elle demandé presque inaudiblement. Je suis déjà parti, ai-je dit. Ce que tu demandes, c'est si je vais défaire ça. Sophie a reculé comme si elle avait été giflée, puis s'est retournée, les épaules rentrées, et a marché rapidement vers la sortie. Elle n'a pas couru, elle a fui, les regards se sont tournés, des chuchotements se sont élevés, mais personne ne l'a suivi. Je suis resté là un moment de plus, puis je me suis retourné vers la piste de danse, où Lucas faisait tourner Isabelle sous les lumières. Tous deux riaient comme si le monde ne pouvait pas les atteindre. Et peut-être que pour un instant, ils ne le pouvaient pas. C'était un dimanche après-midi tardif. Le ciel de Nice était couvert et pesait bas sur la ville. Je venais de finir de nettoyer mes pinceaux, laissant une nouvelle toile sécher près de la fenêtre. Des taches de bleu océan et de gris anthracite qui n'avaient pas encore décidé ce qu'elles allaient devenir. Puis on a frappé, doucement, avec incertitude. J'ai essuyé mes mains sur un chiffon et j'ai marché vers la porte, n'attendant personne. Et elle était là, Sophie. Les cheveux ébouriffés par le voyage, le visage plus mince que dans mes souvenirs, une valise dans une main, un tremblement à peine masqué derrière son souffle. Je n'ai pas parlé, elle non plus, pas au début. Puis, lentement, comme si elle avait peur que les mots s'effondrent dans sa bouche, elle a dit « Je ne savais pas où aller d'autre ». Je l'ai étudié un long moment, sans rien dire. Elle a changé de pied maladroitement, ses yeux dartant derrière moi dans l'appartement comme si elle essayait d'imaginer qui pourrait être là. Il n'y a personne, ai-je dit. Elle a hoché la tête une fois, puis a regardé la poignée de sa valise. Je suis fatiguée, a-t-elle dit doucement. Pas fatiguée du décalage horaire. Juste fatiguée d'être seule. Fatiguée de faire semblant de n'avoir pas gâché quelque chose de bien. Ses yeux se sont levés vers les miens. Je le vois maintenant. Ce que j'avais, ce que j'ai jeté. Tu étais la meilleure chose dans ma vie, Marc. J'ai laissé ces mots se poser un instant. Puis j'ai reculé juste assez pour qu'elle puisse entrer si elle le voulait. Elle n'a pas bougé tout de suite. Je ne suis pas là pour supplier, a-t-elle dit, la voix se brisant. Je sais que je ne mérite rien de toi, mais je juste. Je n'offre rien, les jeux interrompus doucement. Si tu restes, ce n'est pas en tant que ma femme ni même quelqu'un à qui je dois quoi que ce soit. Elle a hoché la tête à nouveau, les yeux vitreux. Tu peux rester, ai-je dit, mais tu devras tout reconstruire de zéro. Pas de promesse. La poignée de la valise a craqué sous sa prise. Je comprends. Et sur ce, elle est entrée. La porte a cliqué en se fermant derrière elle. Aucun de nous n'a dit un autre mot alors que je prenais son manteau et l'accrochais près de la porte qu'elle avait un jour quittée. L'appartement était calme. Le silence n'était pas chaleureux. Pas encore, mais il n'était pas froid non plus. Juste en attente. Nice a continué d'avancer comme toujours. Les vagues s'écrasant, les marchés s'animant, les saisons changeant dans leur rythme tranquille du sud. Et nous aussi. Sophie est restée. Pas comme avant. Pas comme la femme qui remplissait autrefois une maison de son rire tranchant et de ses tempêtes soudaines, mais comme quelqu'un de plus petit maintenant, pas en présence, mais en poids. Elle n'a pas essayé de réclamer l'espace qu'elle avait perdu. Elle n'a pas demandé où nous en étions. Elle est simplement restée. Elle a commencé à se lever tôt, pas pour me rejoindre au jogging, du moins pas encore, mais pour faire du thé, ouvrir les fenêtres et se tenir pieds nus sur le balcon pendant que le vent bougeait dans ses cheveux.
Parfois, je la surprenais à regarder la ville s'éveiller comme si elle essayait d'apprendre son rythme. Elle a trouvé un thérapeute local. Elle y allait 2 fois par semaine sans avoir besoin de l'expliquer. Certains soirs, elle revenait silencieuse mais plus claire. Je n'ai jamais demandé ce qui se disait dans ces séances. Elle n'a jamais proposé d'en parler et c'était très bien. Nous partagions souvent les repas en silence. Elle faisait la vaisselle sans qu'on le lui demande, pliait mon linge sans l'annoncer. Elle a acheté un 2e chevalet et a commencé à peindre, mal au début, mais avec un effort honnête. Elle n'a jamais touché aux vieilles photos. N'a jamais parlé de notre ancienne vie. N'a jamais dit « je t'aime ». Pas une seule fois. Mais une fois, je suis entré et je l'ai vue en train de remballer soigneusement le linge sur mon pinceau le plus usé, celui avec les poils fendus. Ses doigts bougeaient doucement comme si elle savait qu'il ne fallait pas brusquer la réparation. Ça m'en disait plus que des mots. Quant à moi, je n'ai pas changé de cap. J'enseignais toujours, courais toujours, peignais toujours des ciels que je ne pouvais pas tout à fait décrire. Je ne lui offrais pas plus que de la civilité. Pas encore, peut-être jamais. Mais je la voyais. Je la voyais essayer. Pas parfaitement, pas désespérément, mais régulièrement. Un soir, des semaines après son arrivée, je posais 2 tasses de thé sur la table. Elle a levé les yeux et a demandé doucement « Tu veux que je parte ?» J'ai marqué une pause, croisé son regard. « Non », ai-je dit. « Pas encore. » Elle a hoché la tête et nous avons bu en silence. La paix entre nous n'était pas construite sur le pardon. Elle était construite sur le calme, sur de petits efforts honnêtes, sur l'espace. Elle n'essayait pas de me réparer. Je n'essayais pas d'avoir besoin d'elle. Et peut-être que c'est pour ça que ça marchait. Pas comme de l'amour, pas comme un mariage, mais comme autre chose, quelque chose de lent, patient, quelque chose de nouveau. Et c'était la fin de mon histoire. Je me demande encore à propos de la nuit où Sophie s'est présentée à ma porte, valise à la main, seule, humble, ne demandant rien d'autre qu'un endroit pour recommencer. Elle n'a pas supplié, elle n'a pas expliqué, elle est juste restée.